quand je vois comment, justement, là, les événements politiques, ils les traitent, enfin, je vais vous donner mon analyse, hein, mais l'international, c'est pareil, l'économie, c'est pareil. Hein, je veux dire, sur la question de l'Ukraine, où effectivement l'Occident vient d'avoir une pulsion qui relève, à mon avis, de la psychiatrie, on est parmi les plus cons. C'est même, d'une certaine façon, assez dramatique. Ben, on est revenu finalement à un anti-Russie primaire digne de la guerre froide, voire empire. Eh bien, en pire, je vais vous dire. Parce que moi, l'antisoviétisme de la guerre froide dont vous parlez, je l'ai bien connu. Hein, je l'ai bien connu. Moi, j'étais membre du Parti communiste, j'avais des responsabilités, j'étais membre du bureau de politique extérieure, j'étais très impliqué, j'étais un des avocats du parti, hein, et donc, et puis j'avais des responsabilités internationales. Donc, oui, j'ai connu l'antisoviétisme, et je prends l'exemple de l'intervention en Afghanistan en décembre 79. Mais ça n'a jamais pris ses proportions. Ça n'a jamais pris ses proportions. Alors aujourd'hui, j'ai une formule. Je dis finalement, l'antisoviétisme était le masque de la russophobie. Comme on dit, l'antisionisme est le masque de l'antisémitisme. Ça fonctionne. J'ai dit, ça fonctionne. Je suis désolé, hein, parce que là, ça a pris des proportions. Alors, vous avez les moutons, vous avez ces petits bourgeois incultes. Vous voyez, le monde du journalisme, c'est dramatique, quoi. Et donc, mais vous avez aussi euh, des traits qui sont des traits que je qualifie, moi, d'occidentalistes. C'est-à-dire que on appartient, nous, on appartient à l'Occident, géographiquement, Oui. politiquement, historiquement. On appartient à l'Occident. On fait même partie de ceux qui ont contribué à lui donner sa puissance. Bon. Donc, et c'est normal, on a des réflexes, on a une vision. Et je constate que malheureusement, il faut quand même être mesuré, il faut essayer un petit peu de replacer les choses dans leur contexte, dans leur rythme historique. Et je constate que euh, très vite, les réflexes, et on le voit avec la russophobie, je suis désolé, c'est un réflexe raciste. C'est un réflexe raciste. On retrouve, par exemple, il y a une chose très amusante, j'ai un copain qui m'a fait pointer, il m'a fait passer des textes britanniques de la guerre de Crimée en 1856. C'est étonnant. On retrouve, si vous voulez, la russophobie antérieure d'ailleurs, hein, à l'Union soviétique, qui existait, latente, avec certes, dès lors qu'il s'agissait de faire alliance avec eux contre l'Allemagne, c'était bon, là, ça devenait positif. Mais non, il y a quelque chose de profond, de très arrogant finalement, qui explique que on n'a pas vu arriver ce qui s'est produit, alors que mécaniquement c'était inéluctable. Et là, mea culpa, je peux vous dire que j'ai été surpris de l'invasion. Je m'y attendais pas et en réfléchissant, je me suis dit ben voilà, tu as un Pourtant, complexe. pourtant plusieurs fois, Vladimir Poutine a plusieurs fois à dire attention, soit depuis 2014, il y a des problèmes, et plusieurs fois il a averti quand même les pays occidentaux que s'ils ne se calmaient pas, eh bien, il prendrait toutes les décisions nécessaires, et surtout, ce que la France, ou en tout cas l'Europe, ne comprend pas, c'est qu'on a affaire à un pays souverain, donc sûr de sa force. Donc si il veut attaquer et faire valoir ses droits, eh bien il l'a fait, même si c'est en violation de tous les droits. Alors, euh, oui, moi je suis ça. Le discours de Munich, je connais. Le Maïdan, je sais ce qui s'est passé. J'ai vu le documentaire allemand qui montre bien que c'est une bande de mercenaires payés par les Américains qui est venue tirer dans la foule, hein, pour provoquer le coup d'État, hein, qui a Oui, été manipulé par les néo-nazis ukrainiens. Donc, je veux dire, tout ça, je le savais, puis ce qui s'est passé ensuite. Alors, bon, ce qui se passait dans le Donbass, je le savais, mais d'un peu loin. Hein, j'avais une forme de solidarité comme ça, mais pas plus. Et puis, quand Poutine monte le ton, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, et en décembre, il dit stop, maintenant ça suffit, réponse écrite. Hein, un système de sécurité collective et tout, je me dis, il a raison. Et dans l'intérêt de mon pays aussi, parce que on y a tous intérêt. Mais je ne pense pas qu'il va passer à l'acte. Et pourquoi je ne pense pas qu'il va passer à l'acte? C'est parce que
je me dis, vous voyez ce que je veux dire, c'est presque inconscient. C'est ben non, attendez, on est l'Occident quand même. Euh, eux aussi, ils sont en partie européens. Voilà, on est. Pensez bien que je pense pas qu'on soit le camp du bien, hein, mais quand même un petit. Ah bon, et boum, il nous dit non, il y en a marre. Il y en a marre. Alors j'ai été surpris. Et pas, c'est pas pour autant que j'ai désapprouvé. En tout cas, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passait. Et après, quand j'ai regardé toutes les raisons qui étaient mises en avant, tous les éléments, j'ai été les chercher sur la probable offensive qui était en préparation, l'offensive de l'Ukraine en direction du Donbass, mais aussi pour récupérer la Crimée. Donc, oui, là, après, tout d'un coup, le puzzle s'est mis en place, quoi. C'est-à-dire que, mais attendez, il a dit ça à tel moment, il a dit ça à tel moment, Lavrov a dit ça, etc. La mécanique, si on avait eu des dirigeants dignes de ce nom, c'était l'évidence. Mais comme on est un Bien peu sûr. aveuglé, ben écoutez, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on n'est pas, je vous coupe 2 minutes, est-ce qu'on n'est pas aveuglé parce qu'on se croit beaucoup plus puissant, plus fort de véritablement ce qu'on est finalement? Je pense que l'Europe vit encore sur ses vieilles ruines et que on n'est plus on n'est plus des pays respectés en tout cas par des pays souverains comme la Russie, comme la Chine, et que ces pays-là n'ont plus peur de nous, on n'est plus capable aussi de mener une guerre économique ou une guerre tout court. Ils le savent très très bien et du coup, ben, ils se permettent justement de attaquer de rentrer en guerre. Mais oui, je pense que c'est profondément juste ça. C'est profondément juste. C'est-à-dire que, mais attention, ça fait 500 ans que l'Occident domine. Qu'est-ce que la globalisation? C'est la forme contemporaine de la domination occidentale. Ça fait 500 ans. On a conquis le monde au XVe siècle. Hein. La Chine aurait pu passer au capitalisme. Hein, mais c'est assez étonnant. Elle s'est fermée. Elle avait des flottes extraordinaires et tout. Vous savez qu'au XVe siècle, les Ming punissaient de mort la construction d'une jonque. On n'est pas le droit de prendre la mer, le pays s'est fermé. Alors attention, il avait aussi une tradition, une histoire. C'est une très grande civilisation. Il faut essayer de la connaître, de la comprendre. J'ai fait cet effort, j'y étais en Chine pour voir et essayer d'un peu de comprendre. Donc non, ils n'ont pas fait, et c'est l'Occident qui l'a fait, qui a conquis la planète. C'est la deuxième mondialisation après la première de l'Empire romain. Hein, et la troisième, ce sera le 19e siècle avec l'explosion de la révolution industrielle. Hein, et on domine le monde et on le façonne. On le façonne. La forme État-nation territoriale, c'est une invention occidentale. Bon, donc c'est extraordinaire quand même. Hein. Bon, c'est un bilan sûrement sanglant, mais ça c'est l'histoire. Hein. Donc la globalisation et la forme contemporaine, la forme moderne de la domination occidentale, et elle est façonnée par l'Occident. Elle est façonnée. La monnaie mondiale s'appelle le dollar. Et c'est un système qui permet à l'Amérique de vivre sur le dos des autres, l'ensemble de la planète. Et tout le monde l'accepte. Hein, donc, bon, et c'était régulé comme ça. Donc, il y avait des règles régulées par le droit aussi. Hein, et avec le problème, c'est qu'il y a un affaiblissement. Il y a la crise du capital financier, qu'on le veuille ou non, qui est extrêmement importante, et un affaiblissement de l'Occident, un incontestable affaiblissement de l'Occident, mais dont l'Occident ne peut pas, ne veut pas, mais surtout ne peut pas se rendre compte. Donc, oui, quand vous avez une puissance, et regardez ce qui se passe, c'est assez étonnant quand même. Étonnant, non, c'est plus facile de raconter l'histoire quand on connaît la fin. Hein. Bon, 2001, d'abord, les effondrements de l'Union soviétique. Bon, 10 ans à les piétiner, à les piller, à détruire leur État, à laisser commander les mafias, à truquer l'élection de 96 pour permettre à un ivrogne corrompu jusqu'à l'os, Eltsine, de garder le pouvoir, etc. Et puis les oligarques qui passent des accords avec l'Occident, on pille ce pays, qui est un pays immense et qui est la réserve de matières premières du monde. Bon, arrive, donc ça c'est l'Occident. L'Occident, plutôt que d'essayer de trouver une formule, plutôt que d'essayer de dire, bon, on va l'intégrer,
parce que chez eux, il y a toujours ce balancier entre l'eurasiatisme et l'occidentalisme. L'occidentalisme russe, hein, qui est une notion un peu différente de celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et donc, on va se retrouver avec, je veux dire, une incapacité de prendre les choses comme elles devraient l'être, c'est-à-dire de les aider à se développer, à se stabiliser, etc. On se comporte comme des gougnafiers. On se comporte comme des gangsters, tout simplement. Moyennant quoi, au bout d'un moment, ben, y a un type qui arrive. Moi, j'ai mon analyse hein, sur d'où vient Poutine. Il y a, bon, j'ai été pas mal hein, là-bas. J'ai connu du monde. Hein, bon, juste une petite anecdote. En 87, le parti m'a demandé, le communiste français m'a demandé de créer une structure d'affaires, un cabinet d'affaires pour travailler avec les pays socialistes perestroïkés. Bon. Donc j'étais à Moscou, tout ça, machin. J'avais été avant pour d'autres choses, mais et donc on a monté une structure avec un partenaire moscovite. Et il y avait une chose qui me surprenait chaque fois que j'allais à Moscou. Ils avaient des bureaux, c'était très bien, on discutait. Alors bon, culturellement, sur le plan économique, c'était un peu compliqué d'arriver à trouver. Mais ça se passait bien, c'était assez passionnant. Mais je me disais, c'est bizarre, chaque fois qu'on arrive, tous les plantons sont en uniforme. Mais ce n'était pas l'uniforme de l'armée soviétique. Non, non. C'était l'uniforme de la rue de la Loubianka. Hein. Et oui. J'ai réalisé après. Donc j'ai réalisé après. Bon, j'ai arrêté ça parce qu'il y a eu l'effondrement et puis avant, il y avait des choses. Si vous le pays était parti à volo, un jour je vois une émission de télévision sur le trafic d'uranium la Russie, un grand producteur en Russie, hein, et je vois en caméra cachée une interview et tout, c'est dans les bureaux de mon correspondant moscovite. Je me dis, oh là là. Moi, ça, je ne sais pas faire. Un trafic d'uranium, ce n'est pas mon business. Hein, vous êtes gentil. Donc, je suis parti en courant. Donc, je pense que les partis qui étaient restés au sein de l'État hein, ont choisi. C'est pas les oligarques, etc. Ça s'est passé, je pense que parce que c'est Eltsine hein, qui le désigne. Oui. C'est au cours d'une partie de chasse, il dit que ce sera lui mon successeur. Hein, et je pense que bon, voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Hein, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Ça résulte voilà, d'une expérience, de certaines analyses, et je pense qu'il a été mis là par ce qui restait de costaud au sein de l'État russe. Hein, et il a rebâti un État. Il a rebâti un État, et immédiatement, on a considéré que c'était illégitime. Comme disait Dominique Régnier en 2005-2006, il disait, mais attendez, la Russie n'a jamais été aussi démocratique qu'aujourd'hui. Il avait raison, parce qu'ils ont d'abord eu le tsarisme, puis après, ils ont eu les bolchos. Bon, donc, effectivement, hein, bon, aujourd'hui, c'est pas un système démocratique comme on le souhaiterait chez nous, encore que le nôtre, il est bien abîmé. Hein. Oui. On n'a pas beaucoup de leçons à donner. Je pense qu'on peut arrêter de faire la morale et la leçon aux autres pays quand on voit notre système démocratique. Et donc, on a été d'une imprudence totale. Et en 2001, vous avez le 11 septembre. Donc, les Américains, et nous les suivons, on se précipite, lutte contre le terrorisme. Tout leur complexe militaro-industriel est redéployé dans cette direction. Hein. On va en Afghanistan pour de grandes victoires 20 ans plus tard. Hein. Hop, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a l'Irak qui est une honte sans nom et tous les protagonistes devraient être pendus aujourd'hui, à commencer par George Bush. Hein. Et quand j'apprends que Rumsfeld et Colin Powell sont morts dans leur lit, ça me choque. Je plaisante pas, je suis sincère quand je dis ça. Hein, quand ils ont fait tuer des centaines de milliers de personnes et ils ont pas compris. Il y a eu la Libye, donc ils ont fait ça avec une espèce d'arrogance. La Syrie, les Russes, qui avaient déjà pris le virage avant. Les Russes arrivent, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Ils ont rebâti leur armée. Hein, parce que bon, il y a l'histoire, il y a les traditions et tout, et puis ils sont mis le paquet sur la technologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu embêtant, mais ils ont 10 ans d'avance. Ils ont 10 ans d'avance. Ils sont aujourd'hui une puissance nucléaire hypersonique. Je ne comprends pas on en parle un peu comme ça, on dit non, mais vous vous rendez compte?
Et en face, alors on déstocke le matos qui a été construit grâce à une corruption géante aux États-Unis par le complexe militaire industriel. On déstocke en Ukraine, on le donne aux Ukrainiens, et puis bon, après il est sur le dark web vendu. Donc on va avoir toutes les mafias d'Europe qui vont être dotées en javeline, en backpan, ou je sais pas quoi. Enfin bon. Donc non, mais on est vraiment. Et pour en revenir à ce qui vient de se produire, si on revoit les choses, si on écoute ce que disait Brzezinski, si on écoute ce que dit aujourd'hui, comment il s'appelle l'ancien secrétaire d'État, il a dit ça à Davos, le secrétaire d'État de Nixon, Kissinger, il dit attendez, il faudrait se calmer là. Faudrait se calmer. Donc on a donné, c'est ça qui est fantastique, ça c'est mon analyse, on a donné à la Russie l'opportunité de déclencher la Troisième Guerre mondiale, ce qui ne sera pas une guerre de haute intensité sur tous les continents, mais qui est celle de la fin du processus de mondialisation sous direction occidentale. C'est, je pense, que a commencé une phase historique extrêmement importante qui va mettre fin à 5 siècles de domination. Parce que si vous regardez, alors attention, hein, je vais très loin quand je dis ça, mais oui, je pense que c'est vrai, parce que d'abord l'Occident n'est plus capable de le faire. Hein, quand vous voyez ce qu'est devenu l'Europe ne produit plus rien. Enfin, je veux dire, c'est l'Allemagne, certes, mais ils vont vendre à qui? Ils vont se couper des Chinois. Ils vont vendre aux Américains. Déjà, eux, alors, ils ont cette particularité, c'est une énorme puissance industrielle, mais ils sont même déjà aujourd'hui affaiblis, ils font plus d'enfants. Ils sont en train de se dépeupler. Bon, la France, ce qu'on décrivait tout à l'heure pour ne rester que là. On s'aperçoit avec l'initiative prise par Poutine, je dirais de deux choses. D'abord, l'Occident incapable de réfléchir aux mesures qu'il va immédiatement prendre parce qu'il est tellement scandalisé qu'on ose le défier, parce que c'est ça, c'est pas autre chose. Il me défie, mais comment c'est possible, hein? Et on envoie cet imbécile de Bruno Le Maire, renommé immédiatement par Macron. Avoir un crétin comme ministre de l'économie, c'est pas grave, hein? C'est tellement significatif ça. Bon, enfin, qui vient dire on va mettre l'économie russe, et Charles Gave qui vient en rigolant sur les plateaux dire ben, attendez, mais ils se tirent des balles dans la tête, ils sont complètement marteaux. Hein, donc, oui, parce qu'il faut le rappeler, Bruno Le Maire avait promis de mettre l'économie russe à genoux, et au final, c'est nous qui sommes à genoux. Et les premiers chiffres du premier trimestre russe de l'économie russe indiquent qu'ils n'ont jamais gagné autant d'argent que maintenant, donc ils peuvent nous remercier. Non, mais attendez, je veux dire, c'est la place. C'est catastrophique. Non, mais c'est. Et on ne travaille pas. Le 4 février, je l'avais dit dans un article, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? 4 février, hop, rencontre Chine-Russie, il faut voir le communiqué commun. C'est 40 pages, hein. Vous le lisez, vous dites, OK, Poutine va envahir l'Ukraine. Je suis désolé. Voilà ce qu'on va faire. Depuis, oui, mais ils les soutiennent du bout des doigts, du bout des lèvres et tout, mais c'est une blague. Non, c'est faux. Le ministre des Affaires étrangères dit tac, 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 tac. Hein. Donc, vous avez la première donnée qui est que le monde soutient les Russes. On va même le faire, ça. Alors, on condamne juridiquement à l'ONU, mais pas de sanctions. 82% de la population mondiale est dirigée par des gouvernements qui refusent de sanctionner la Russie. Et vous entendez Macron qui vient dire Poutine est isolé. Ben non, c'est toi qui es isolé. Il vient de t'isoler. Vis-à-vis de l'Inde. Pakistan, il a fallu faire un coup d'État pour essayer de remettre le truc et c'est pas fini. Hein, et partout. L'Amérique latine. Le Biden, il fait
il fait un sommet des Amériques, la moitié des mecs ne viennent pas, ils se pètent la gueule 3 fois en montant les escaliers, hein, ils continuent à serrer des mains dans le vide. Enfin, c'est la première puissance du monde qui a porté à sa tête une momie. Et donc, le Mexique qui lui fait des bras d'honneur, non mais c'est impressionnant ça. Et donc, vous avez un rapport de force mondial et intelligent en plus, parce que les pays, ils ne se fâchent pas avec les Américains, ils ne se fâchent pas. Continue à faire des trucs, mais c'est multilatéralisme, hein, avec les Russes aussi. Vous avez le truc Taïwan, premier producteur de microprocesseurs du monde. Donc, et la Corée du Sud un peu aussi. Tout le monde a besoin de microprocesseurs. Et donc, oui, vous allez voir, plus de microprocesseurs pour les Russes, ils vont être dans la merde. Ah oui, ah bon, peut-être, ouais, on va voir. Dites-moi, vous savez, pour faire les microprocesseurs, faut des gaz rares, faut du néon, etc. 90%, c'est chez nous. Donc, vous le payez 10, maintenant, si vous le voulez, vous allez le payer 100. D'accord? Et donc, et puis s'ils décident de pas filer du gaz, alors naturellement, ils ont passé des accords avec les Chinois parce qu'il y a une autre. Après, je vais venir à la destruction de la mondialisation occidentale telle qu'elle a été enclenchée. Là, je parle un peu plutôt politique et géostratégie. Donc, et tout est comme ça. Ils ont passé des accords avec les Chinois, les microprocesseurs, ils vont les avoir. C'est nous qui allons avoir un problème de microprocesseurs qui vont nous coûter une fortune. Est-ce que vous savez que la grande usine d'intrants d'engrais britannique qui en a un besoin pour ses cultures vient de fermer parce qu'elle ne peut plus assurer compte tenu du surcoût de l'énergie? Tiens, c'est bizarre ça. Bon, donc, sur le plan géostratégique, on a fait, je veux dire, une erreur totale en partant en guerre contre la Russie. Hein, vous me direz qu'il est parti en guerre contre l'Ukraine, hein, mais c'est dans sa cour. Hein, et sans mesurer les véritables rapports de force. Et puis, il y a la question du fonctionnement de la globalisation. Quand vous dites au point que mes interlocuteurs russes se posent la question de savoir si les Russes n'ont pas fait exprès de se laisser piquer 300 milliards de dollars de réserve. Parce que vous avez des gars, ils ont la monnaie qui leur permet de vivre sur le dos de la planète, qui leur permettent d'avoir un budget d'armement qui est 14 fois celui de tous les autres réunis et de prendre une branlée en Afghanistan. Il faudra m'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas un symptôme. Bon. Et le dollar, il a chopé le sida, il a chopé le Covid. Non, je prends le sida parce que c'est plus grave. Hein. On bloque les réserves. Ah bon, c'est pas une monnaie sûre. Au revoir. L'euro, pareil, au revoir. Moyennant quoi, les autres, ils ont eu l'idée de faire un rouble adossé à l'énergie et à l'or. Hein. Vous savez quel est le pays qui a acheté le plus d'or dans la dernière période? C'est la Chine et la Russie. Non. Non? C'est l'Égypte. Et pourquoi? Ils ont plein d'or, les Russes. Ils ont ce qu'il leur faut. Parce que l'Égypte a des besoins cruciaux de céréales. Sinon, elle va se prendre une famine. Donc, ils savent très bien qu'ils vont devoir payer avec de l'or. Eh ben, ils ont été acheter de l'or. Ils ne peuvent plus payer en dollars. Premier producteur mondial de céréales, c'est la Russie. Et là, ils vont maîtriser les parties de l'Ukraine qui produisent les céréales. Eh bien oui. Donc, l'Ukraine, c'est 7e producteur mondial. Donc, vous avez une violation de toutes les règles qui permettent de faire fonctionner la mondialisation. La monnaie, ça reposait sur de la confiance et tout terminé. Le dollar, c'est terminé et l'euro, c'est terminé. Ça va prendre du temps. Il va y avoir des résurgences. Ok, c'est fini. C'est fini. L'Arabie Saoudite est d'accord pour qu'on la paye en yuan. Les systèmes hors SWIFT sont déjà mis en place, etc. Non, mais c'est une catastrophe. Autre chose là qui me fait marrer. Vous avez un système de confiscation du savoir par l'Occident.
C'est-à-dire tous les brevets, hein, même s'ils sont conçus par des chercheurs indiens ou autres qui sont venus aux États-Unis parce qu'ils les font venir pour des ponts d'or. Ensuite, ils sont déposés. Hop, ce sont les États-Unis qui ramassent le fric. Terminé. Monsieur Bill Gates, au revoir. Et oui, on va l'appeler Winsky si ça vous ne voyez pas l'inconvénient. Ça va être la jungle. La protection des brevets médicaments, logiciels, etc. ne peut plus être assurée avec des gens qui se comportent comme des pirates. Ils ont volé. Vous savez ce qui s'est passé en France? Vous avez chez les avocats le bâtonnier de Valenciennes qui gère ce qu'on appelle la CARPA. La CARPA, c'est l'argent qui est remis pour le compte des clients. Alors, il y a une transaction, vous voyez, une indemnité qui est payée, ça passe par ce compte-là, hein, et ensuite, on la verse au client. Il y a beaucoup d'argent hein, qui transite. Eh bien, ce brave homme, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je bloque tous les comptes qui ont des noms de propriétaires hein, à consonance slave. Le procureur aurait dû immédiatement le coller en garde à vue hein, pour escroquerie, abus de confiance. On lui a remis de l'argent et il a dit, mais je vous le rends pas parce que vous vous appelez, il s'est cassé la gueule en ski. Non mais attendez, on est où là? C'est la France ça. Et le type, le canard enchaîné en parle. Vous pensez qu'il y a eu Monsieur Dupond-Moretti est intervenu, a dit quoi que ce soit? Non, on n'a rien dit. Non mais c'est invraisemblable. Là, c'est à une petite échelle, mais ça montre bien la mentalité. Le fait de piquer les trucs des oligarques, je m'en fous. Les oligarques, j'ai aucune sympathie pour eux, vous l'imaginez. Mais l'article, je ne sais plus lequel d'ailleurs, de la Déclaration des droits de l'homme protège le droit de propriété qui est sacré. Et on prend comme ça, parce que vous êtes russe, parce qu'on estime que les Russes, ils sont trop méchants. Hein, ils mangent les petits-enfants, et puis c'est des sous-hommes, hein, comme disent les nazis ukrainiens. Donc, non seulement on a pris des mesures, il y a en fait, je dirais, trois choses. On s'est isolé au plan géostratégique, lourdement. On a, grippé, abîmé la mondialisation. J'ajoute là, sur ce point, que les Russes foutent le camp de toutes les organisations internationales. Du tourisme, je ne sais plus lesquels, ils se barrent. C'était des trucs qui avaient été construits, qui permettaient, sous domination occidentale, vous en doutez. Hein, donc l'OMS, ça va y venir, c'est-à-dire que le système est en train de se démonter sous nos yeux. Et puis vous avez la troisième chose qui est les mesures économiques. Mesures économiques, bon. Bonjour monsieur, vous êtes mon premier producteur de gaz, vous êtes bien méchant, vous avez attaqué les Ukrainiens, c'est pas gentil du tout. Nous, on est les Allemands, hein, on est Allemands, nous dans ce domaine, on n'a jamais rien fait, on est gentil comme tout. D'ailleurs, on va mettre je ne sais pas combien de centaines de milliards pour se réarmer, ben voyons, personne ne dit rien, on va violer notre constitution, hein. Donc, mais c'est très mal, hein. Et puis bon, on a notre ministre des Affaires étrangères qui est écologiste, hein, mais qui dit le nucléaire civil c'est moche, le nucléaire militaire on devrait complètement folle. Et donc le gaz qui nous permet de faire tourner notre économie, on veut plus de votre gaz. Bon, ben, très bien, vous faites ce que vous voulez. Bon, mais en attendant qu'on ait trouvé des trucs, on va quand même vous en acheter un peu. Ah oui, d'accord, mais vous m'avez volé mes sous, hein, vous me payez en roubles. Ah mais non, c'est du chantage. Bertha von Paraboom, là, von der Leyen, qui vient vous dire c'est du chantage. Non mais de quoi vous me parlez là? Donc oui, mais ça y est, hein, Bruno Le Maire nous l'a dit. Comme il a dit qu'il n'y aurait plus d'inflation en 2024, ben voyons mon grand, hein, il nous dit fin 2023, on n'aura plus besoin c'est ça, oui, donc il va falloir que tu construises des raffineries, tous les pétroles ne se valent pas, il va falloir que tu construises des bateaux, il va falloir que tu construises des terminaux, hein, 15 ans, hein. Et surtout qu'un terminal, c'est 5 milliards de pièces. Oui, je ne parle même pas des investissements.
Hein. Donc, bon, alors, non, mais c'est complètement, c'est délirant, quoi. Alors, la collection de je sais plus qui nous prête des tableaux. Je sais pas si c'est le musée de l'Ermitage, enfin, peu importe. Euh, on les garde? On en renvoie une partie, mais l'autre, on la garde parce que ça appartient à Pierre, Paul, Jacques, qui est le cousin de l'oncle, de la tante, de la concierge dont le chien a été caressé une fois par Poutine. Soyons sérieux, quoi. Mais alors, bon, ça, c'est pour ce qui concerne le problème de ce que nous, on est en train de faire. On est en train de perdre. On est en train de perdre la guerre. D'ailleurs, on le voit, hein, parce que depuis quelques jours, le narratif est en train de changer, où Alors, on commence à entendre les médias dire que finalement l'Ukraine pourrait perdre la guerre. non, mais c'est incroyable ce qui s'est produit là. On parlait de l'antisoviétisme et de la russophobie. Euh, si on se disait, on va faire de la propagande, il y en a qui font de la propagande, service commandé. Bon, pas de saut métier. Hein. Que Zelensky baratine, hein, moi ça m'exaspère. Je pense que ce type fait beaucoup de mal à son pays. Quand on voit les photos, vous allez sur Telegram, vous avez des champs de cadavres, hein, parce que les autres ne se fatiguent pas, ils tapent comme ça. Donc, il y a longtemps qu'il aurait dû. D'ailleurs, on reviendra peut-être un peu sur ces histoires de négociations parce que bon, c'est extraordinaire. Mais nous, on ment, on raconte n'importe quoi. Alors, comme je vous dis, il y a ceux pour qui ça peut être une conviction. Oui, je pense que si, je pense que si, je pense que ça. D'accord, tu dis ça. Mais il y en a, je veux dire, la plupart savent très bien qui baratine. Ou si ce n'est pas le cas, c'est gravissime. Et on a eu dès le début le narratif de les Russes ont perdu. Les Russes ont perdu, ils perdent, c'est lamentable, c'est la débandade, etc., etc. Bon, alors moi j'ai publié dans Frontpop et puis sur mon blog, hein, j'ai un ami qui est un expert militaire, historien, etc., et qui a publié des articles neutres, hein, disant voilà ce qui se passe, voilà pourquoi, voilà ce que c'est que l'art opératif, voilà comment les Russes travaillent, hein, etc., etc. Donc il y a eu cette espèce de légende invraisemblable. Ensuite, qui était fausse, complètement fausse. Ensuite, vous avez eu toutes les histoires d'atrocités, d'exactions. Là aussi, attendez, moi je vais vous raconter une petite anecdote. Le massacre de Boutcha, je vous fais part de ma conviction. Ma conviction aujourd'hui, après l'avoir recomposé, je pense que c'est une forgerie, comme ce qui s'était passé au Kosovo. Pareil. L'habitude, tout le monde l'a toujours fait. Hein, mais c'est une forgerie. Le maire qui ne se prononce que trois jours après. Là, on nous sort des vidéos en disant qu'elles ont été prises à ce moment-là, sauf qu'il y a une végétation qui n'a pas sa place au mois de février. Enfin, ouais. Bon. Donc, premier jour, on apprend Boutcha. Je mets un tweet en disant c'est quand même bizarre cette histoire de maire. Dans la demi-heure, j'ai un gars du Monde, c'était sur Twitter, hein, qui me tombe dessus en me disant faut absolument qu'on parle, etc., etc. Le mec, qu'est-ce que t'as pas autre chose à foutre que de t'occuper de ce que Castelnau fait sur Twitter? Non, le type est arrivé en courant. Alors, je n'ai pas répondu, parce que j'ai autre chose à faire quand même, mais il ne pouvait pas supporter que le narratif qui nous était servi le premier jour sur Boutcha, il ne pouvait pas supporter en tant que journaliste décodeur, c'est-à-dire l'homme qui ne doit travailler qu'avec le doute, exclusivement comme un scientifique. Non, il est venu pour me punir. Attendez, bon, il n'a pas été bien reçu, mal reçu, je ne m'intéresse pas. Donc, on a eu là aussi toute une série de narratifs, d'inventions. Ah, on a les viols d'enfants, terrible, les viols d'enfants partout, hein, c'est épouvantable et tout, des histoires abominables, relayées partout par les Femen, relayées par la bande comment vous l'appelez, la fille de franc-tireur qui s'est barrée de Marianne. Je vois pas de qui vous parlez. Une journaliste et donc qui sont venus nous vendre tout ça. Et puis là, ça y est, on vient d'apprendre qu'un certain nombre de journalistes locaux
locaux, non, de journalistes occidentaux qui ont été là-bas et d'organisations internationales. On dit, attends, c'est quoi vos histoires là? Ça va bien, non? Mais vous dites n'importe quoi. Et puis, la fille qui s'occupait de ça a été virée. Hein, elle était à la RALDA au Parlement et elle a reconnu qu'elle avait dit n'importe quoi parce que c'était pour la bonne cause. Elle a reconnu, c'était il y a quelques jours. Hein, mais tous les journaux avaient tout relayé ces choses-là. C'est comme, bon, naturellement, Poutine est fou, Poutine est malade. Quand vous pensez qu'on nous a ressorti Alexandre Adler, allez, double crème, qui est venu dire, nous parler d'un complot du Kremlin, il se croit encore sous Andropov. Non mais c'est horrible. Et donc, si vous voulez, dans cette phase-là de délire, il y a eu des différences hein, au sein des pays et la France a été un des pires, un des plus cons. Et là maintenant, ce que vous dites du discours qui s'infléchit, et ça fait 3 semaines qu'il y a eu le fameux article, 3 bonnes semaines, oui, peut-être même plus, dans le New York Times. Ça fait 15 jours que le Washington Post a relayé. Hein, vous allez un peu voir les sites un peu dissidents, vous écoutez Scott Ritter, l'ancien agent de la CIA, etc. Vous dites, ok, vous regardez, vous allez voir sur Telegram, vous êtes journaliste, hein, vous y allez, vous allez voir ce qui se passe, vous regardez les cartes, vous discutez avec les uns et les autres. Hein, ben non, ça continue. Ça continue, on continue à dire oui, contre-offensive, oui, regardez. Il y a l'autre jour, il y a un type qui est parti, avec lequel je me suis engueulé, qui est parti en Pologne. Vous savez, les Polonais, c'est invraisemblable. Les Polonais, il y a une connerie à faire, ils la font. Ça, ils sont très forts, historiquement, toujours. Hein. Je les aime bien par certains côtés, et là, ils soutiennent mordicus un régime qui a fait de Bandera un héros national, hein, Bandera, qui a massacré 80 000 Polonais en Volhynie au moment du... C'est lui, il y avait Shushevich, c'est eux qui l'ont fait. Ah non, pas de problème. Pas de problème. Alors peut-être qu'ils font ça parce qu'ils veulent récupérer la Galicie. Quand je dis, ils sont capables de faire toutes les conneries. Hein. On est tranquille. Mais la France oui, ce que je disais concernant ce journaliste, les canons César, alors on en a donné 12, je crois. On doit en avoir 40. On doit en avoir 40. Oh là 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 là, on a 40. Et en plus, on a donné des canons qui étaient. On a pris des canons de notre armée. Alors, déjà que notre armée était sous-équipée, en plus, on leur donne notre propre canon. Donc, c'est encore. Vous allez voir jusqu'où ça va. Non, mais c'est hallucinant. Au secours, notre bêtise à ce niveau-là. Donc, c'est génial. Il a détruit un seul canon. César a détruit 80 canons russes. Je l'ai vu. Non, mais t'as vu ce que eux balancent les Ruskov tous les jours? 600 000 obus tous les jours. Ils veulent plus perdre trop d'hommes. Hein. Ils font comme ça. Ils étaient en train de nous. De quoi tu nous parles? Bonjour Libération. Voilà, une belle vidéo d'une jeune personne charmante. Oui, il y a 10 jours. Hein. Oui, extraordinaire exploit de l'armée ukrainienne. Ils ont détruit plus de 600 chars russes. Je ne sais pas d'où elle sort le chiffre. Je ne sais pas. Bon. Vous vous rendez compte? Et pourquoi ils ont accompli cet exploit? Qu'est-ce que tu en sais, toi, de l'art militaire, de la façon dont ça fonctionne? Vous lui poseriez la question. Ah ouais, on a envoyé des canons César, c'est bien. Et comment ils vont s'en servir? Il faut les former. Ça prend pas 5 minutes. Alors, peut-être c'est des serveurs français, ce serait joli. Hein. Et puis, deuxièmement, parce qu'il faut les amener sur le front. Or, le ciel, il est contrôlé par les Russes. Hein. Ensuite, il faut amener des munitions. Ah bah ouais, mais non, c'est pas le même calibre. Donc, moi, je veux bien qu'on les couvre d'armes. Alors, bon, les Tchèques et les Polonais peuvent leur donner du vieux matériel soviétique, comme ils en ont déjà. Ça, je veux bien. Mais si c'est du matériel occidental, ça ne marchera pas. Parce qu'un obus, c'est 50 kilos. Et s'il faut qu'ils en tirent 100 000 par jour, hein, c'est-à-dire 6 fois moins que les autres, vous imaginez ce qu'il faut
trimballés dans des trains sur des voies qui n'existent plus, hein, ou dans des convois qu'il faut faire circuler de façon nocturne, avec des camions et tout, hein, et au risque de se prendre des calibres sur le coin de la figure. Donc, je veux dire, donc cette charmante personne de Libé vient vous dire, et pourquoi tout était génial dans cette séquence. Et pourquoi? Parce que les chars russes ont une grosse vulnérabilité, c'est que les munitions sont dans la tourelle. Ah, d'accord, oui, mais j'ai une petite question là, s'il vous plaît, madame. C'est que les Ukrainiens, ils ont les mêmes. Donc, c'est que les tourelles des Russes qui explosent. Ah, d'accord, vous avez raison. Sauf que ceux des Russes, en plus, ils sont maintenant, ils ont parce que c'est des T-60, je crois. Hein, aujourd'hui, ils ont mis en ligne des 72 et des 80 qui sont plus performants, qui n'ont plus ce problème-là. Ben oui, mais vous vous rendez compte, 600, c'est extraordinaire. Vous savez, hein, pour une comparaison, la France, on a 400 chars, 200 qui fonctionnent, 200 qui sont en réparation. Ah oui, formidable, la France, hein, tu penses, on est vraiment un pays très puissant dans le monde. Combien ils en ont, les Russes? 10 000. 10 000. Ils sont avec des 60, 72, 80, puis ils ont le dernier, le T4, l'Armata, là, le truc qui s'appelle Terminator, une espèce de monstruosité. Hein, 10 000, de quoi tu es en train de me parler? Admettons qu'ils aient perdu ces 600 chars, parce qu'au départ, il y a eu dans la première phase où ils ont dû prendre le plus possible de terrain, ils étaient plus vulnérables et tout, et puis bon, on voit bien, ils ont changé de méthode. Hein. Donc, et tu viens nous dire, tu prends la France comme référence de puissance blindée. J'aime bien cette histoire parce qu'elle montre bien, d'abord, la nullité de nos journalistes et surtout, comment dire, notre faiblesse, quoi. On déshabille l'armée française pour leur filer des obusiers qui vont être détruits assez rapidement et on la ramène, on félicite les Ukrainiens en montrant qu'on est nuls nous-mêmes. 400 chars, la France, elle a 400 chars. Vous avez vu les rapports parlementaires? S'il y avait une guerre d'intensité, je crois qu'on a 8 jours de munitions. C'est ça, on a une semaine. Alors, je viens sur un élément qui me semble important. C'est ce qui s'est passé sur les plateaux. Donc, les journalistes, la presse système, oui, ils ont dit n'importe quoi, beaucoup par bêtise, par fanatisme, etc. Mais c'est assez intéressant, on a les militaires français. Hein, les gamelins, comme on dit sur les réseaux, on se fout d'eux en les traitant de gamelins, qui sont venus parader. Alors, vous avez le général Clermont, général d'artillerie, qui est venu tenir un discours ignoble. Hein. Oui, les Russes font que des guerres sales. D'ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale, c'était dégueulasse, mais ils étaient du bon côté. De quoi tu parles? C'est eux qui ont été tués le nazisme. C'est eux. Hein, et ils en sont fiers. Et au prix de 20 millions de morts, minimum, hein, et ils disent ça en valait la peine. Et de quoi tu viens nous parler? Tu sais ce qu'ils ont fait, tes amis allemands? Parce que là, manifestement, enfin, bon, exit clairement Yakovlev. Il vient dire oui, l'armée russe ment à ses chefs, je sais pas quoi et tout, puis on regarde sa carrière, ah ouais, il a l'essentiel à l'OTAN. On a compris. Vous avez il y en a un autre dont je ne me rappelle plus le nom. Vous avez le chef d'état-major des armées qui nous fait un tweet en disant j'ai téléphoné à mon collègue chef de truc. Mais non, mais attends, tu fais de la camarade. Qui t'a sonné, toi? Tu exécutes les ordres de ton patron déjà, hein? Rase un peu les murs parce que là, tu es le liquidateur, toi. Hein? D'abord, tu as succédé à Villiers qui s'est fait foutre dehors. Hein? Bon, très bien, on t'a nommé là. Enfin, t'es que ça pour l'instant. Hein? Et téléphone à Chouigou, à Gerasimov, ça ce serait pas idiot. Hein? Mais là, ou téléphone à ce mec, ça c'est très bien. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre un truc en montrant que vous êtes copains? Moi, je trouve ça, mais c'est incroyable. Ça, pour moi, ça me choque énormément. Et puis, vous avez le magnifique colonel Goya, surnommé Goyave par les méchants, hein, qui avait fait un bouquin pas mal sur la fin de la guerre de 14 et qui a été très élogieux avec les Russes en Syrie et qui a totalement viré sa cutie. Il a été donc intronisé à Libé, à l'Obs
et au monde en l'espace de 8 jours. Il baignait, le gars, et depuis, il dit pas n'importe quoi. Hein. Là, il est assez emmerdé. Au bout de 15 jours, il a dit que les Russes n'avaient plus de munitions. Et tout est comme ça. Sur les cartes et tout, il confondait les régions, il s'est ridiculisé, hein, le colonel Goya. Donc, mais il est plus d'active, mais c'est un militaire. C'est assez intéressant de voir comment les militaires chez nous, les militaires de vitrine, se sont mal comportés. Certains se sont déconsidérés, hein, clairement déshonorés, alors que, d'après ce que je crois comprendre, nos cadres intermédiaires étaient parfaitement conscients de ce qui se passait, et en général, les Russes avaient leur sympathie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Hein. Alors, il y a un autre point concernant le désastre français, c'est la question des ukro-nazis, comme les appellent les uns les autres. On a été dans le déni. On a dit non, il n'y en a pas, et j'ai vu les dégâts que ça a fait. Mais non, il y en avait, ils ont été dilués, etc., etc. C'est incroyable. C'est incroyable ce déni, parce que je me suis un peu replongé dans mes... Tiens, mais il y en a un qui n'est pas loin. Hein. Exécuteur, victime, témoin, Raoul Hilberg, celui qui a fait la destruction des Juifs d'Europe. Hein. Oh bah tiens, je vais m'amuser. 2 secondes. On va vous lire ce qu'il dit en 4e de couverture. Hein. Les exécuteurs, alors il passe, exécuteur, victime, témoin, c'est remarquable. Officiers, médecins, anthropologues, juristes, fonctionnaires allemands, nouveaux allemands, mais aussi volontaires non allemands, ukrainiens, baltes essentiellement. Donc, il y a une tradition, il y a une histoire totalement effrayante. Et il se trouve qu'en ce moment, c'est un petit détail, j'ai trouvé une application qui s'appelle Glyph pour gérer sa bibliothèque. Et en plus, c'est un réseau social. Alors actuellement, je suis en train de alors, vous prenez ceux qui en ont, vous prenez le code barre, je m'amuse comme un petit fou. Et puis, je suis tombé sur le livre noir, le truc qui avait été écrit par les écrivains russes au moment de la libération, quand ils ont vu ce que les Allemands appelaient les terres mortes. Hein. J'ai naturellement mon Raoul Hilberg, et j'ai même le livre qui s'appelle Les terres mortes, qui est d'un Américain qui est lui très, très anti-russe, mais n'empêche, il reconnaît cette réalité historique. Et ce sont tous ces gens-là qui ont été portés au pinacle. Vous avez des statuts, ils ont été déclarés héros de l'Ukraine. Ce sont des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité. Hein. Ils ont participé massivement, leurs partis, leurs organisations. Ils ont aidé les soviétiques, ils se sont enrôlés, ils ont aidé les nazis, ils se sont enrôlés avec eux et ils ont participé. Avec les Einsatzgruppen, les SS, ils ont participé au pire du pire. Et ces mecs-là, aujourd'hui, avec Zelensky qui vous dit « Ah bah oui, Bandera, il est cool. » Mais non, mais ça va pas. Vous allez sur Wikipédia, ça c'est très joli, parce qu'il y a les photos en plus. Hein, ce qui est arrivé en Volhynie aux malheureux polonais, parce que Bandera disait « Oui, mais... » Parce que à la fin de la guerre, les Polonais vont vouloir reprendre la Galicie, qui a fait partie, avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait partie de la Pologne. Donc, il faut qu'on tue tous les Polonais qui sont là, comme ça ne servira plus à rien. Mais textuel. Bon, donc voilà les héros du jour. Et dans les livres d'histoire, partout et tout, vous avez une espèce de propagande favorable. Et puis, vous avez dans les faits, moi, l'interview que je donnais sur les applications des accords de Minsk, vous savez, les accords de Minsk prévoyaient un système fédéral avec une fédéralisation des républiques séparatistes. Pour ça, il fallait modifier la Constitution. Tous les hommes politiques ukrainiens savaient très bien que le premier qui disait « faut modifier la Constitution », il prenait une balle dans la tête. Il y a eu des meurtres de journalistes, etc. Donc, c'était... si vous voulez, ils ont un poids sur la société qui est extrêmement important.
extrêmement important. Je vais reprendre une autre anecdote. Je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet-là. Quand on vous dit qu'il n'y en a pas et que c'est Marine Le Pen qui est la nazie, hein, faut être un petit peu sérieux. Quand vous avez, tiens, il y a Reuters qui a pris une photo dans la rue après un bombardement. On voit un mec qui est en train de ramasser quelque chose et puis hop, il y a sa manche qui se relève. Il a le brassard nazi tatoué. Il ne veut pas le porter comme ça. Non. Quand vous voyez la sortie d'Azovstal. Et donc, vous avez un vrai problème. Ce sont des bataillons entiers qui ont été incorporés dans l'armée. Ils ont été répartis. Le gouverneur est un nazi, mais authentique, le gouverneur d'Odessa, celui avec lequel BHL est allé se balader. Hein. Donc, il y a cette espèce de négation, y compris sur ce qu'ils ont fait. Bon, donc, et puis qui continuent d'ailleurs à le faire parce que vous avez peut-être vu les vidéos des prisonniers russes qui se font tirer dans les jambes, Oui. etc. Donc, effectivement, des garçons charmants. Et on a oublié quelque chose qui s'est produit au tout début de la guerre. Au bout de 3 jours, Zelensky dit « Ok, oui, il faut qu'on négocie. Je suis d'accord pour la Crimée en Russie, et puis pour trouver un statut, sous-entendu, il dit, bon, les accords de Minsk, quoi. Bon. Où est-ce qu'on va discuter? Les Russes disent, bah, il n'y a qu'à aller en Biélorussie. Bon, allez, d'accord en Biélorussie. Le lendemain, un des participants a été exécuté. Vous aviez noté ça? Non. Le type, il est venu sur la position de... Et tout le monde a oublié, ou fait semblant de l'avoir oublié. Hein. Il est venu sur la position de Zelensky d'une discussion de concession. Il a été immédiatement exécuté. C'est un traître. Plus jamais entendu parler de rien. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe là-bas. Alors après, on peut être... Tiens, le gars là, vous savez, Aramburu, le joueur de rugby qui a été abattu par un militant présenté comme néo-nazi. Hein, bon, le gars est parti. Il est passé en Hongrie et il s'apprêtait à rejoindre Azov. Hein, quand il s'est fait gauler à la frontière par les Hongrois et que maintenant il est en tôle en France. Mais ça, bon, plus personne n'en parle hein, de ça non plus. Donc moi, ça me choque terriblement ça. D'abord parce que, bon, effectivement, je pense pas mal connaître ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est produit en Union soviétique, en Biélorussie, avec les fameux 600 villages, là, qui ont, comme Oradour-sur-Glane, détruits, les dizaines de milliers de villes anéanties, populations massacrées, etc. Hein, et qu'aujourd'hui, ceux qui ont été les supplétifs de ces horreurs soient considérés comme des héros là, et c'est en plus ne pas comprendre un des traits culturels russes ou russophones. Ne pas le comprendre, ça c'est... vous faites un sondage, 65% des gens disent qu'ils regrettent l'Union soviétique. Ok, ils regrettent quoi? Il faut être sérieux. Ils regrettent quoi? Ils regrettent la grandeur, ils regrettent le fait de la fierté, hein, et ils regrettent ça. Regardez ce que c'est que le régiment immortel. Donc eux, avoir été ceux qui ont été tués la bête dans sa tanière, c'est quelque chose de très très fort. Alors ils l'ont fait pour se sauver à l'époque, mais aujourd'hui ils le vivent aussi, on l'a fait pour les autres, on l'a fait pour tout le monde. Donc lorsque il y a une délibération à l'ONU hein, qui dit il faut faire attention à la résurgence du nazisme, etc. Hein, vous avez 2 pays qui votent contre, les USA et l'Ukraine, et nous on s'abstient. Bon, voilà, c'était un peu, là j'étais assez véhément sur ce truc, mais si vous voulez, les Russes font ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils veulent. Ils considèrent que il fallait qu'ils fassent comme ça pour mettre fin à un certain nombre de choses. Je pense qu'ils ont un assez bon dossier. Après, moi, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord mon pays. Et mon pays, dans ces circonstances, je veux dire, il s'abaisse et il montre sa faiblesse. Ça me préoccupe beaucoup. Hein. Je pense qu'il y aurait eu un gaulliste, pas de Gaulle, qui est mort, mais un gaulliste, un vrai, qui aurait dit non, voilà, non, il aurait pris ses pénates et puis il aurait été dire voilà, moi je propose une conférence à Paris, elle aura lieu, voilà. Vous voyez, une forme de neutralité et acceptable par les 2 parties, etc., pour sortir de ce bazar. Une dernière petite observation, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'invasion, violation du droit international. C'est une vraie question
Alors, les Russes disent, on reconnaît les républiques, elles nous demandent d'intervenir, donc juridiquement, on est paré. Bon, on va être un petit peu dubitatif. Alors, en revanche, c'est une guerre préemptive. C'est-à-dire que je dis, il va y avoir une agression, de toute façon, il faut que je défende ces populations, donc j'attaque. Très bien. Il y a quelqu'un qui l'a fait, ça. Vous ne voyez pas à qui je fais allusion? Non. L'État d'Israël, en 1967, Ah oui, avec leur fameuse guerre il a préventive. attaqué sa guerre Oui. préventive, et depuis 70 ans, oui, ou non, 60 ans, eh ben, 67, c'est ça, oui, pas. Qu'est-ce qui, 50 et quelques, eh ben, ils violent toutes les résolutions de droit international, toutes, ça soit dessus. Il a signé les accords d'Oslo, il les applique pas, et donc voilà. Et il occupe des territoires et tout. On lui a demandé les limites de 67, il a annexé le Golan et tout. Bon, écoutez, c'est un autre débat, très passionnel. Moi, je veux pas l'aborder. Mais je dis, quand on vient donner des leçons, il faudrait peut-être se rappeler ce que c'est que l'attaque préemptive. Hein, et puis aussi, il faut quand même rappeler les différentes agressions américaines qui n'ont jamais reçu la moindre sanction, hein, y compris en détachant un pays, le Kosovo. Euh, et, euh, et puis on va rappeler, parce qu'on est méchant, on va rappeler que la Turquie, membre de l'OTAN, a agressé Chypre en 1974, hein, et que depuis elle occupe la moitié de Chypre. La situation n'a jamais bougé. Bon, donc les leçons de droit international aux Russes, je pense qu'on là aussi on aurait intérêt à être modeste. Voilà. Bon, j'ai été long hein, sur cette question, mais c'est important parce que on est effectivement dans un monde en guerre. Ça y est, hein, je pense qu'on y est. Non, ça nous permet de voir qu'il y aura deux blocs. Vous avez le Nord, où on va avoir un bloc Russie avec la Chine, le côté Pacifique, et puis l'Occident qui va se resserrer sur lui-même, qui va s'isoler du reste du monde, parce que le reste du monde a compris qu'il ne pouvait pas nous faire confiance, qu'on pouvait à tout moment saisir leurs biens, leur argent, ou changer les règles que nous avons nous-mêmes posées sur la table. Donc finalement, ils vont de moins en moins commercer ou travailler avec nous, et sincèrement, je peux que les comprendre quand on voit cette folie qui nous prend envers la Russie, alors qu'on devrait se mettre à table avec eux. Mais en même temps, c'est compliqué Oui. de négocier la paix avec la Russie alors qu'on fournit des armes à celui qui sont censés combattre. Donc c'est quand même compliqué. Non, et puis je pense que c'est très difficile de reconnaître qu'on est en déclin et qu'on n'est plus grand-chose. Regardez le niveau de notre président, le niveau de nos ministres, regardez ce qu'est devenu ce pays, ce qu'est la catastrophe éducative, etc. Et puis même le problème posé par notre place internationale, on n'intéresse plus personne. J'ai posé la question à mes amis russes sur la France. Ils disent la France, bien sûr, la France, on avait notre, on avait une cote intellectuelle, culturelle. Ils nous rappellent, ah mais vous savez, à la cour des Tsars à Saint-Pétersbourg, on parlait le français, etc., etc. Il y a eu Normandie-Niemen, mais c'est fini maintenant. Ils nous méprisent. Non, non pas qu'ils nous méprisent, mais on les intéresse plus. On les intéresse pas. Et c'est dommage parce que c'est quand même un grand peuple. Hein. Donc, bon, il faut faire avec. On est malheureusement, sans oublier quelque chose qui me semble important. On a beaucoup dit au début de cette guerre qu'on était victime de la stratégie américaine, que l'Amérique voulait séparer l'Europe de la Russie, etc. Je pense que le problème est plus grave. Je pense que les USA sont aujourd'hui dans une crise considérable. Ils sont en guerre civile culturelle déjà, hein, deux blocs qui sont irréconciliables. Ils ont une démocratie qui est complètement abîmée, vermoulue. Hein. Je veux dire, j'ai étudié ça d'assez près, puis au bout d'un moment, j'ai fermé ma gueule sur les élections présidentielles. Et bien évident que
Donald Trump a été victime d'une fraude massive. Bien sûr. Fraude massive qui n'a pas porté sur les 7 millions de voix d'écart, mais ce n'est pas le peuple qui élit le président, ce sont les États. Et dans les swing states, l'écart, il est de 30 000 voix. D'accord? 30 000. S'il y a 30 000 voix qui avaient voté différemment, ou qui avaient été comptées différemment, il était président. Hein. Donc, et bien sûr, ils ont fait ça, ils se sont battus. Bon, et donc aujourd'hui, quand vous voyez les pôles de pouvoir, quand vous voyez, ils ont élu une momie, ils ont rien trouvé d'autre. Et celui qui dit aujourd'hui, c'est celui qui a eu accès au téléprompteur, quoi. Et puis l'autre, il bafouille. Hein. Donc on sait que le Pentagone est très réservé sur ce qui est en train de se passer. Ils ont la trouille. Ils savent bien que sur le plan militaire, ils sont en retard. Hein. Donc ils ne peuvent pas non plus. Alors de temps en temps, ils balancent un message, un fameux truc qui s'appelle le Consortium News. Hein, mais je pense que les élections du midterms vont être catastrophiques pour les démocrates. Enfin, je pense. Hein, et que Trump va se représenter. Auquel cas, ils n'ont personne, je veux dire, chez les démocrates, donc c'est pas impossible qu'on ait Obama qui rapplique. D'ailleurs, on remarque que Barack Obama fait de plus en plus d'interventions. Alors, le problème, c'est que là, s'il y avait un pilote par rapport à une crise mondiale de cette importance, avec un risque de guerre nucléaire, excusez-moi, c'est quand même, c'est pas rien. Hein, et s'il y avait un vrai pilote, moi, j'avais 12 ans au moment de la crise des fusées de Cuba, je m'en rappelle. Vous aviez 2 tauliers, des vrais. Ah. Donc, aujourd'hui, qui commande, qui dirige Kamala Harris, Hillary Clinton, et la NSA, c'est quoi? Le FBI, la bande des néocons, la famille Kagan avec la femme Nuland, les hystériques qui veulent une guerre nucléaire préventive, etc. Qui dirige aux États-Unis? Je préférerais qu'on ait quelqu'un hein, là. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ce que fait Soros, ça va peut-être nous amener à parler de la justice. Soros, il finance les élections des attorneys, c'est-à-dire des procureurs qui sont wokistes, c'est-à-dire qui ne poursuivent les infractions qu'en fonction non pas du critère de fait, est-ce qu'il y a une infraction qui a été commise, mais du profil des personnes concernées. Donc si ce sont des noirs, ils ne poursuivent pas, etc. J'ai lu un article, c'est absolument hallucinant. Alors vous allez me dire, c'est pareil chez nous, sans passer par Soros. C'est pas complètement faux. Hein, parce qu'on a des problèmes avec la politisation de notre justice. Donc, je pense que les États-Unis, et nous, si les États-Unis rentrent dans une crise grave, très grave, avec une dimension sécessionniste, parce que c'est peut-être pas si éloigné. Hein, tous les rassuristes, moi, je les trouve bien gentils. Là, on va dérouiller encore plus. Là. Parce que imaginez-vous, si jamais le patron déconne, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est notre référence, quoi. C'est totalement. Et on est vraiment des domestiques. Avec les Britanniques qui essayent d'être le poisson pilote. C'est-à-dire qu'ils en rajoutent sur le bellicisme, etc., hein, en pensant comme ça se réintégrer au monde anglo-saxon. Donc, ils savent qu'il est quand même celui qui est à l'origine de la création de cette puissance occidentale globale. Voilà donc pour ce qui concerne notre chère Ukraine. Du coup, est-ce que vous avez encore le temps d'évoquer l'appareil judiciaire français? Ah ben, je ne sais pas si moi j'ai le temps, oui, mais je ne sais pas si vos auditeurs auront le temps d'écouter tout ça parce que c'est très long. Je suis lent. Vous savez qu'un avocat qui vous dit je vais être court, c'est toujours un serment d'ivrogne. La justice. Alors effectivement, la France a un problème avec sa justice. Elle a un problème avec sa justice. Dans mon livre, ce que j'ai expliqué, décortiqué, c'est assez épais, c'est tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est-à-dire comment la justice a pris son autonomie. Hein. Auparavant, c'était une courroie de transmission de l'exécutif, c'est parfaitement exact. Hein. Elle s'est autonomisée hein, à partir d'un certain nombre de courants, d'évolutions, et aujourd'hui, elle est autonome. Quand on vous dit que la justice n'est pas indépendante, c'est faux. La justice est indépendante, malheureusement, cette indépendance qui devrait être l'outil de son impartialité
a nourri le contraire, c'est-à-dire que la justice française n'est pas impartiale. La justice française n'est pas impartiale, elle est devenue une force politique. Elle est devenue une force politique dans la mesure où, par exemple, et je prends le fameux triptyque que je décris dans mon livre, elle a tapé sur les adversaires d'Emmanuel Macron. François Fillon en sait quelque chose. Elle s'est acharnée contre Nicolas Sarkozy pour finir de tuer cette droite qu'elle exècre. Hein. Et dans le même temps, elle a protégé Emmanuel Macron. D'abord, elle a fait élire. Hein. Et ensuite, au moment des crises sociales, elle a matraqué par une répression de masse sans précédent depuis la guerre d'Algérie les Gilets jaunes. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais le mouvement des Gilets jaunes, il a été aussi jugulé par une violence policière incontestable. C'est ça qui est extraordinaire dans la police française, c'est-à-dire que la police qui doit assurer la sécurité n'a plus les moyens et hésite à se battre contre ceux qui sont à l'origine de cette insécurité, de cette délinquance. D'abord parce qu'il faut les affronter, c'est pas toujours facile, et deuxièmement parce que s'il se passe quoi que ce soit à la moindre bavure, ils savent qu'ils auront affaire à la justice, donc et qui vont avoir des soucis. Donc les gars n'ont pas les moyens de mener cette lutte contre la délinquance. Et puis vous avez l'autre partie de la police qui est celle de la matraque, qui est là pour taper sur le peuple si jamais il se rebiffe, il se révolte. La façon dont s'est passée la répression policière des Gilets jaunes a été considérable. Mais on a oublié à quel point la justice a accepté de faire le sale boulot. C'est-à-dire que les magistrats ont refusé de poursuivre les violences policières. Ils ont fait de l'abattage concernant les Gilets jaunes arrêtés, ont distribué 3000 peines de prison ferme. 3000 peines de prison ferme. Un trafiquant de drogue, il va falloir qu'il ait 27 condamnations à son casier quand on va commencer à s'aviser que peut-être il serait souhaitable qu'il passe une demi-heure derrière les barreaux. Et donc là, je crois qu'il n'y en a plus. Mais je ne sais plus, récemment, il y avait encore des condamnés des Gilets jaunes, et parfois pour des bricoles, des condamnés des Gilets jaunes, encore en détention. Donc, la justice a fait ce sale boulot. Et pourquoi l'a-t-elle fait ? Elle l'a fait pour des raisons politiques, parce qu'elle est un pouvoir politique autonome aujourd'hui. Elle a sa propre idéologie, elle a ses propres idées, elle est, si vous voulez, le reflet de l'idéologie de ces couches moyennes. Il faut voir comment ils sont formés. Ils font des études de droit, ils passent le concours qui n'est pas le plus difficile, ils sont 3 ans à l'école de la magistrature, sans aucune expérience sociale, ils ne se voient qu'entre eux, ils se marient entre eux, ils sortent de l'école avec un permis de juger, et hop, ils sont abonnés à Télérama. Alors, ils sont favorables à ce système politique, comme ceux qui ont élu Emmanuel Macron, et ceux qui l'ont choisi lors du raid judiciaire de 2017. Et donc, quand on leur dit il faut taper sur le peuple dont ils ne font absolument pas partie, c'est ça qui est assez fantastique, c'est que au nom du peuple français, mais ce peuple-là, il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas pour des raisons sociologiques. Je veux dire un mot sur ce que je pense devoir être le recrutement. Mais donc, vous avez ça, mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la perméabilité, la porosité de la magistrature française et de la justice aux valeurs du wokisme est extrêmement important. On dit, ah ouais, mais la délinquance sexuelle n'est pas réprimée, mais c'est une blague. Elle est brutalement réprimée. Vous avez près de la moitié des détenus en France qui le sont pour des questions d'agression sexuelle. Moi, j'ai eu des expériences extrêmement nombreuses. Mon épouse, c'est une de ses spécialités, les fausses allégations d'abus sexuels. C'est extrêmement répressif, si vous voulez. Alors, je parle de ça, mais par exemple, vous avez eu 2 affaires qui sont des affaires de diffamation, qui posent des problèmes de principe, mais de principe très importants. La fameuse affaire Sandra Muller, vous savez, c'était Balance ton porc, où elle a dénoncé un gars qui lui avait dit une phrase alors qu'il était sous, et qui a eu sa vie sociale brisée à cause de ça. Bon, il fait une procédure, elle m'a diffamé, et donc le gars, elle est condamnée.
pour avoir balance ton porc et nommer le porc qu'elle balançait. Aucune infraction pouvait être relevée, etc. Et il y avait une véritable intention de nuire. Vous avez eu ensuite la fille de Besson, vous savez, le ministre qui était socialiste et puis qui était passé chez Sarko, et qui Oui, prétendait qu'elle avait été à l'opéra et que Pierre Jox l'avait tripoté, l'avait fait je sais pas quoi. Alors naturellement, elle avait dit ça quand elle était sûre que c'était prescrit pour qu'il n'y ait surtout pas d'enquête. Tout le monde a dit, mais attendez, ça ne tient pas debout. Donc les deux, le gars pour Sandra Muller et Jox, ont fait des procédures et ils ont demandé la condamnation pour diffamation. Les juges de première instance l'ont fait. Les cours d'appel ont dit, ah ben non. Ah ben non, on peut diffamer en substance, voilà ce qu'ils ont dit. On peut diffamer si c'est pour la bonne cause. Et la Cour de cassation vient d'approuver ces deux décisions au plan juridique. C'est hallucinant. Quand vous les regardez, alors moi, bon, il y a un monde un petit peu, il y a Sabine Procoris, qui est une philosophe qui a écrit un bouquin, L'impasse MeToo, etc. Il y a le psychiatre Paul Bensussan, puis mon épouse Laurence Roux qui travaille sur ces questions, qui interviennent un petit peu sur les plateaux, hein, et ils sont totalement effarés de la difficulté qu'il y a à faire avancer, enfin même pas avancer, à faire reculer cette prise en compte d'une forme de wokisme, c'est-à-dire qu'il y a une porosité sociétale. Il y a une porosité sociétale. Quand vous pensez, par exemple, moi je suis opposé, il faut dire d'où je parle, hein, je suis radicalement opposé à la GPA. C'est la marchandisation du corps. Je sais que ça débouchera sur des usines de femmes pauvres qui porteront pour des femmes riches. Non. d'ailleurs, comme on a pu voir en Ukraine. L'Ukraine, un de ses premiers produits d'exportation, c'était les prostituées. Il y en a eu 700 000. C'est un pauvre pays. Hein, bon, et effectivement, c'est une des usines à bébés de l'Europe. Donc, mais la GPA est interdite en France. Rigoureusement interdite, et je m'en réjouis. Eh bien, désolé, mais vous avez la Cour de cassation, une juridiction intermédiaire, vous allez faire une GPA à l'étranger et hop, vous venez ici et on vous l'inscrit sur l'état civil. C'est-à-dire que on n'a pas le droit de produire, mais on a le droit d'importer. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Enfin, je suis désolé, mais alors, moi, je suis contre, mais c'est un choix idéologique. Moi, je suis contre la GPA pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que le fétichisme marchand me sort par les yeux. Moi, ce n'est pas pour des raisons religieuses, je suis radicalement athée. Donc, mais vraiment, non, je suis désolé. Le bébé n'est pas une marchandise. Et puis surtout, on sait très bien comment ça se passe. Les mafias, les pauvres, c'est fatal. Ça marche toujours de cette façon-là. Donc, bon, ben, vous avez une magistrature qui est sensible à ces questions et qui marche dans toutes ces dérives, quoi. Alors, sur les réformes, parce que le fait d'avoir un corps à ce point politique au sein de la nation, ça pose un sacré problème quand même. Hein. J'aime pas Macron, mais il a été élu. L'Assemblée nationale qui va sortir, chambre d'enregistrement, tout ce que vous voulez, mais au moins, on est passé comme hier devant des isoloirs. Hein. Pas beaucoup, mais on y a quand même été pour certains. Bon, toujours est-il que eux, non. Eux, ils ont passé un examen, ils ont fait 3 ans d'études, ils ne connaissent pas le monde dans lequel ils vivent, ils ne connaissent pas les gens qui forment ce peuple, ceux qui y travaillent, hein, et ils ont des positions politiques. Ils ont des positions politiques. Alors, pour casser cette logique politique et pour redonner à ce corps, hein, l'autorité juridique et judiciaire qu'il doit avoir, et non pas l'autorité politique qui est totalement illégitime, il faut une réforme. Premièrement, séparation radicale du parquet et du siège. Le parquet, ce sont des fonctionnaires d'État qui doivent obéir aux ordres du pouvoir légitime, hein, et qui sont l'autorité de poursuite. Ils poursuivent. C'est eux qui poursuivent, qui font ce qu'ils ont à faire, etc. Hein, et qui doivent, quand je dis obéir aux ordres de l'exécutif, il faut savoir qu'en France, vous avez 2 millions d'infractions avec auteurs connus par an qui ne sont pas poursuivis sur décision des magistrats. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens aussi, hein, il faut être honnête, mais moi, je dis il faut qu'on ait un corps de fonctionnaires qui ne soient pas des magistrats. Pas des magistrats.
des fonctionnaires, ils sont dans des locaux séparés des autres magistrats. Vous savez pourquoi en France, les parquetiers sont magistrats? Parce qu'au moment de la création du corps des magistrats, Napoléon a dit, attendez, moi je veux qu'on surveille les magistrats du siège, le juge qui juge, donc vous allez donner le statut de magistrat au parquetier. Ben justement, moi je veux que la justice elle soit indépendante, mais vraiment. Donc on réintègre le parquet à l'exécutif et les juges du siège, on les sépare. Hein, et pas l'aller-retour comme ça se fait aujourd'hui. Hein, non. Les juges du siège, ils doivent être impartiaux, leur impartialité ne doit pas être soupçonnée. Et pour ça, un certain nombre de conséquences. Interdiction du syndicalisme. Fatalement, les syndicats de magistrats deviennent des officines politiques. Quand vous voyez leur communiqué et leur activité, ce n'est pas pour leur statut personnel. Hein. Il est décidé par la loi, il est plutôt confortable et tant mieux. Hein. Mais donc, interdiction du syndicalisme. Hein. Interdiction sauf à quitter définitivement la magistrature, d'aller solliciter des mandats électifs. Hein. Parce que c'est problématique quand même. Hein. Moi, j'ai vu des juges d'instruction qui étaient juges d'instruction dans un ressort et élus dans un autre. Hein. Donc, je suis désolé. Non, ça ne va pas. Recrutement des magistrats, la moitié du corps. Alors, déjà, première chose, parité. La justice, elle est rendue collégialement. La collégialité est quelque chose de fondamental. Le juge seul, il faut s'en méfier. Hein. Si vous voulez, la justice, elle repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge. Comme je disais à mes étudiants, pas faire confiance à la justice parce qu'elle est rendue par des gens comme moi. Donc, collégialité, double degré de juridiction, etc. Donc, collégialité implique parité. Donc, 80% de femmes dans un corps, c'est pas possible. Donc, 2 concours. Un concours masculin, un concours féminin. Hein, parce que je veux dire, et c'est pas parce qu'elle juge mal, c'est pas ce que je veux dire. Hein, simplement, il faut que ça brasse. Ensuite, recrutement, la moitié du corps doit être recruté par autour extérieur. C'est-à-dire qu'on doit prendre des gens qui ont fait autre chose avant. Alors, on peut dire minimum 30 ans ou 35, hein, mais il faut avoir eu des métiers qui vous aient confronté avec la réalité sociale. Regardez ce qui se passe au prud'homme. Prud'homme, c'est paritaire ou au tribunal paritaire des bourreaux. C'est les vinages. Il faut que ça brasse. Hein. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous avez une espèce de caste, hein, qui est pas. Alors, c'est pas une caste corrompue et financière, c'est pas ça du tout. Mais c'est une caste qui, fatalement, du fait de sa sociologie, de ses formes d'organisation, a aujourd'hui une orientation politique et dispose de pouvoir politique. Si vous voulez, que ce qui s'est passé pour François Fillon ait eu ses conséquences, et pu se passer, ait eu ses conséquences sans que derrière il n'y ait eu aucune conséquence justement pour les magistrats qui ont fait ça, alors qu'on sait ce qui s'est passé, c'est invraisemblable. Ça montre bien que la France est une république bananière. Et donc, je vais trouver le moyen de raccrocher notre chère justice, vue du droit, hein, à l'affaire du Stade de France. L'affaire du Stade de France, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point l'État français est en déliquescence. En déliquescence, c'est-à-dire c'est un problème d'ordre public, on a été incapable de l'organiser. Bon. Deuxièmement, incapable de prévoir qu'il existe désormais dans des territoires de la République, hein, des formes d'organisation mafieuse, hein, qui se croient tout permis et qui s'organisent, etc., pour venir sous les yeux de la planète, pour venir piller, brutaliser, violenter au plan sexuel les gens. Bon, c'est quand même extraordinaire. C'est surtout qu'en plus, au niveau du Stade de France, vous avez la porte de la Chapelle qui n'est pas très loin, vous avez des migrants mêlés à des bandes de la Seine-Saint-Denis, et finalement, les deux se sont réunis pour justement agresser, voler les pauvres supporters anglais qui venaient assister à un match, pour la plupart d'entre eux, et qui au final se sont vus non seulement refuser de pouvoir rentrer dans le stade, agresser, voler, des femmes se sont fait aussi agresser d'un point de vue sexuel. Donc, ça fait vraiment une catastrophe à tous les points de vue. Alors, catastrophe totale, mais le problème, si vous voulez, quand même, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'est que c'était prévisible et qu'on a été incapable de l'organiser. Et ensuite, la réaction après, parce qu'il
les forces de l'ordre ont été débordées. La réaction après, elle est celle d'une république bananière, quoi. Le type, il ment comme un arracheur de dents. Le président le soutient, il se ridiculise, il se déshonore, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, et donc, voilà, ça passe. Hein, attendez, vous avez l'allemand, c'est une caricature, ce type. Vous savez ce que disait, c'est le grand ami de Jean-Pierre Chevènement, hein. Grand ami, ça, Jean-Pierre Chevènement l'adore, comme Jean-Pierre Chevènement est en adoration devant Macron. Et donc, c'était Juppé qu'il a eu comme préfet qui disait mais c'est un nazi ce type. Bon, même Juppé, vous vous rendez compte, hein, bon. Et donc on a cette réaction de l'État et la justice elle fait quoi? Rien. Silence radio. Le procureur de Bobigny l'avait piscine. Le gars il fait sa réquisition 12 jours plus tard. Non, mais Du coup, entre-temps, les images de vidéosurveillance ont été effacées. C'est incroyable. Donc, non, mais alors, c'est incroyable, c'est cette défaillance de la justice. Et vous avez entendu un communiqué des syndicats de magistrats, vous avez entendu, moi je l'ai braillé, ça, hein, que c'était un scandale, mais on n'a pas eu de vraie réaction concernant cette défaillance judiciaire. Coucou, Dupond-Moretti. Ouh, non, vous n'êtes pas garde des Sceaux des fois, hein? D'ailleurs, on remarque que Dupond-Moretti, on ne l'a pas entendu depuis pas mal de temps. Non, mais c'est une caricature, enfin c'est grotesque, il a été reconduit. Je pense que, je sais pas, c'est un petit jeu compliqué qui se passe avec les magistrats qui voulaient que ce soit Molins. C'est la raison pour laquelle Molins était furieux et poursuit Dupond-Moretti de ses assiduités dans les fameuses procédures qui ne tiennent pas debout. Non, tout ça, ce sont des règlements de compte assez lamentables. Alors, le scandale d'État du Stade de France, il a sa facette judiciaire, avec des magistrats qui devraient être sanctionnés, hein, bon. Et vous avez ceux qui se profilent. Est-ce que vous savez où est le village olympique 2024? En Seine-Saint-Denis. Juste à côté de là où ont eu lieu les incidents, c'est là. Voilà. Et vous oubliez la Coupe du Monde de rugby. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose parce que je pense que le public n'est pas le même, etc. Je pense que c'est pas la même vulnérabilité. Bon, on verra. Ce qui s'est passé, ce qu'on a aussi appris, c'est que les supporters anglais, certains, étaient déjà à Paris depuis une semaine. Et on a appris que déjà, pendant la semaine, ils se faisaient déjà dépouiller par des bandes en plein Paris. Parce que les bandes savaient que les Anglais allaient venir avec pas mal de liquide, parce que certains n'avaient pas de billets et comptaient en acheter directement sur place. Donc ils en ont profité. Donc je pense que la Coupe du Monde de rugby, certes, c'est pas le même public, mais on peut avoir pas mal d'accidents quand même. Alors peut-être, sauf que bon, les gars sont plus costauds et tout. Si vous voulez, bon, le foot, c'est un peu le bazar. Il y a une tradition d'hooliganisme et tout. Bon, mais pourtant, vous avez. Pourtant, il faut le dire, tous les supporters anglais se sont bien comportés parce qu'avec la violence qu'ils ont pris, ils auraient pu répondre et on aurait pu avoir des morts, sincèrement, ce soir-là. Et pour moi, ils se sont bien supportés. En plus, c'est mal connaître. Les Anglais ont eu des gros problèmes de légalisme il y a 10-15 ans. Ils ont réglé ça par une politique de tolérance zéro, ce qui fait que quand les Anglais se déplacent à l'extérieur pour des matchs internationaux, la justice anglaise les oblige à pointer, ce qui fait que les hooligans, pour les plus durs d'entre eux, pour les plus violents, ils ne peuvent plus quitter le pays. Donc finalement, ceux qu'on avait en France et au Stade de France, c'était les plus gentils, entre guillemets. Et on l'a bien vu parce que malgré qu'ils se sont fait gazer, lyncher, attaquer, ils n'ont pas répondu. Alors, sur les Jeux Olympiques, c'est une foire un peu différente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un match ponctuel. Et les mecs, ils ont mis, enfin, écoutez, le village olympique au cœur de Saint-Denis, au pire endroit, quoi, au pire endroit. Ah, moi, j'en ris d'avance. Hein. Si vous voulez, moi, j'ai quitté Paris. Hein, maintenant, je suis comment dire, parti à la campagne et je regarde cette ville où comment Émeric Caron va être député, Obono a été réélu au premier tour, etc. Corbière dans le 93. Oui, mais je parle déjà de Paris intramuros. Hidalgo, qui est grotesque à l'élection présidentielle,
continue à faire n'importe quoi. Bon, si vous voulez, c'est la capitale de tous les Français. Quand vous voyez dans quel état elle est, ça en dit long sur le pays, quoi. Y compris au plan politique, au plan intellectuel, au plan culturel. Elle va aller voter pour Émeric Caron. Non, mais attendez. De toute façon, on est dans quel pays, quoi. Voilà, mon cher. Bah écoutez, bon, c'est bien, ça sera le mot de la fin. Il me tient qu'à vous remercier pour cet entretien. Merci à vous, merci beaucoup. Ce fut réellement passionnant. Du coup, comme c'est extrêmement long, je le couperai en 2 parties. Bien sûr, non, mais ça, je m'en doutais un petit peu. En 2 parties, comme ça, pour les gens, ça leur permettront de tout voir et de prendre le temps de justement écouter tous les sujets qu'on a abordés. Je vous invite à vous abonner évidemment à cette chaîne, à suivre Régis de Castelnau sur son blog, sur Twitter, et puis de lire son livre Une justice politique. Régis de Castelnau, encore une fois, merci et je vous souhaite à vous une bonne soirée à vous. À vous aussi. Merci, au revoir.